On n'est pas sorti des rangs, c'est la galère. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux liés à la biodiversité marine. Cet épisode complétera parfaitement l'épisode 7 avec Martin sur la pêche. Les enjeux y sont multiples. Surexploitation des ressources, destruction des habitats, pollution ou encore les effets du dérèglement climatique. Je vais évoquer tout ça avec mon invité, Heider Graner, ingénieur d'études pour le projet Fish & Tell. Et pour l'enregistrement, on quitte le studio. Salut Heider. Bonjour. Bon, je suis très content de t'accueillir pendant mon émission On n'est pas sorti des ronces. Donc là, pour une fois, je suis hors des studios de la radio et je suis directement allé auprès de l'invité. Je suis en terre bretonne, je suis à Brest et j'en ai profité donc pour t'interviewer. Je vais te poser les 3 premières questions classiques. Qui es-tu? Que fais-tu? Et pourquoi le fais-tu? Alors moi je m'appelle Heider, j'ai 24 ans, je viens du Pays Basque et j'habite actuellement à Brest depuis 2 ans et demi environ maintenant. Et c'est là où je travaille. Donc moi je suis ingénieure d'études en environnement dans le domaine des sciences de la mer. Et je travaille à l'unité mixte de recherche à Mur qui se compose du CNRS, de l'Université de Bretagne occidentale et de l'Ifremer. Donc moi je suis plutôt du côté Université de Bretagne occidentale. Et je travaille sur un projet européen qui s'appelle Fish & Tell et qui se concentre sur la thématique de la gestion de la pêche dans la Manche et qui vise à suivre en fait les déplacements et à étudier le comportement de 4 espèces qui sont d'intérêt commercial pour la pêche. Donc il y a le bar européen, la langouste rouge, le lieu jaune et le thon rouge. Et en fait, pour faire ça, le projet utilise un système de suivi par télémétrie acoustique sous-marine. Et on travaille du coup des 2 côtés de la Manche, autant avec les partenaires de la Belgique que les partenaires du Royaume-Uni. Et donc pourquoi est-ce que je fais ça? C'est dans la continuité de mes études, en fait, tout simplement. Moi, je suis géographe de formation, je me suis formée à Bordeaux. Et j'ai fait ensuite un master en sciences de la mer et du littoral à l'IEM, donc l'Institut universitaire européen de la mer, qui est basé ici à Plouzané, c'est juste à côté de Brest. Et donc moi, en fait, j'ai su très vite que je voulais travailler dans le domaine de l'environnement, de la protection de l'environnement. Et j'ai su un peu plus tard que je voulais vraiment me concentrer sur les sciences de la mer. Et pour le coup, j'avais jamais vraiment travaillé sur la thématique de la pêche avant, que ce soit en termes d'expérience de stage ou dans les quelques expériences professionnelles que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup et ça m'intéressait beaucoup de voir cet aspect-là, d'apprendre des nouvelles choses et voilà, c'était un petit challenge quoi. Ok, merci beaucoup. Je suis très content en fait que tu sois dans cette émission parce que je trouve ça très complémentaire à l'épisode que j'ai réalisé avec Martin, l'épisode 7 sur la pêche. Là ici, donc on va essayer de profiter aujourd'hui pour évoquer un peu la pêche, évoquer un peu aussi la pollution marine, mais dans un premier temps, j'ai envie qu'on introduise le sujet de la biodiversité marine. Quand on parle de biodiversité marine, on parle de quoi? Alors la biodiversité marine, c'est quoi? C'est l'ensemble de la diversité biologique qui est présente dans les océans ou qui dépend très fortement des océans. Donc à savoir que les océans représentent plus de 72% de la surface de la planète. Et donc ils sont vraiment indispensables à ce que tout fonctionne correctement. Et quand on parle vraiment de biodiversité marine, on parle en fait d'un mix, d'une composition de différentes espèces, de différents habitats. Donc il y a des espèces de faune marine, comme ce sont des poissons, les céphalopodes, les crustacés, les mollusques, et bien sûr aussi les mammifères marins, les oiseaux marins, les reptiles comme les tortues. Et on a aussi tout ce qui est la flore marine, qui est très diversifiée également. Donc on a beaucoup d'algues, les algues rouges, les algues brunes, vertes, beaucoup d'herbiers comme les herbiers de Zoster, les herbiers de Posidonie, qui ici en France se retrouvent plutôt dans la zone méditerranéenne. Et on a aussi beaucoup de micro-organismes qui représente en fait une très très grande partie de cette biodiversité marine qui est souvent invisible à l'œil nu. Et c'est
ce sont tout ce qui est microbes, bactéries, etc. et qui sont finalement indispensables au bon fonctionnement de tout cet écosystème marin et qui assurent vraiment un équilibre entre les habitats, les espèces. Et après, on a les habitats marins. Les habitats marins, c'est l'ensemble d'habitats littoraux, côtiers, purement marins qui vont servir pour toutes ces nombreuses espèces de refuges, de nurseries, frayères, de lieux de repos, de lieux de reproduction, de lieux d'alimentation. Et il y a beaucoup de types d'habitats différents. On a par exemple les habitats benthiques, qui sont ceux qui se trouvent dans les fonds, les habitats sableux, rocheux, estuariens, comme par exemple dans les eaux saumâtres, qui sont les eaux où se mélangent les eaux douces, les eaux salées, qui peuvent abriter de nombreuses espèces qui vont se reproduire en fait dans les estuaires, des espèces qui peuvent autant être marines que d'eau douce, comme le saumon par exemple, l'exemple le plus parlant. On a des marais maritimes, des habitats profonds, très profonds. Et il y a même aussi, pour revenir aux espèces, certaines espèces qui servent elles-mêmes d'habitat, comme par exemple les herbiers, qui servent de lieu de refuge, de lieu de repos pour de très nombreuses espèces. Bon, tu as commencé déjà un peu à répondre à ma prochaine question. Pourquoi cette biodiversité marine, elle est essentielle ? Alors, les océans sont... En fait, c'est vraiment les principaux réservoirs de biodiversité qu'il y a dans le monde. Et ils sont vraiment essentiels pour assurer la santé de la planète, tout simplement, et même du coup le bien-être de tous les êtres vivants qui habitent dans la planète. Et l'océan, il fournit la moitié de l'oxygène que l'on respire et permet d'absorber plus de 26% de toutes les émissions de CO2 d'origine anthropique qui sont rejetées dans l'atmosphère chaque année. Donc c'est vraiment un rôle essentiel qui sert vraiment c'est un peu les poumons de la planète, quoi. Et en plus de tout ça, de ce rôle qu'ont les océans, ils fournissent également beaucoup de services pour la planète et pour nous tous, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc les services écosystémiques, c'est quoi ? Bon, j'essaye de le faire de façon assez simple, mais en fait, les services écosystémiques sont une notion qui est apparue dans les années en 1980. C'est fortement développé surtout dans les années 90. Et c'est une notion qui se centre en fait sur le fait que l'homme, avec un grand H, fait partie intégrante des écosystèmes, que ce soit les écosystèmes marins ou terrestres. Et en fait, ça renvoie à la valeur, qu'elle soit monétaire ou pas, des écosystèmes, dans le sens où en fait, ces écosystèmes vont fournir des biens et des services qui sont nécessaires au bien-être des populations et au développement en fait, de l'humanité. Et donc, dans ces services écosystémiques, il y a plusieurs catégories. Et parmi ceux qui sont fournis par les océans, on a les services de régulation. Donc c'est tout ce qui est régulation du climat, par exemple, la séquestration et le stockage de carbone, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi tout ce qui est prévention des risques côtiers, enfin prévention de l'érosion et de la submersion marine, donc l'élévation du niveau de la mer, et aussi par exemple la régulation de la qualité de l'eau à travers l'auto-épuration par certains organismes, certaines espèces. Après, on a aussi les services d'approvisionnement, bien sûr. C'est tout ce qui va être alimentation. Donc dans ça, on a surtout la pêche, toutes les ressources que l'on tire en fait des océans pour s'apprivoiser, pour l'approvisionnement, pardon. Et, ça peut être aussi utilisé pour les produits pharmaceutiques, tous les produits pharmaceutiques, toutes les ressources génétiques et même bien sûr tout ce qui est matériaux de construction, le sable, tout ça, les granulats marins. Après, on a les services de soutien ou les services de support. C'est vraiment les productions primaires et par exemple le maintien des cycles des nutriments, etc. par les océans. Et on a enfin, bien sûr, toutes ces dimensions des services culturels liés aux loisirs, tout l'aspect, le tourisme, c'est ça. Le tourisme, tous les bénéfices de la plaisance, le bien-être, même tout ce qui est esthétique, spirituel, artistique, un peu tous ces côtés-là. C'est donc, ça donne de l'aspiration aux gens. C'est ça. Donc voilà, de la même façon que les écosystèmes terrestres, les océans fournissent un certain nombre de services et sont vraiment essentiels pour répondre à ta question.
si on revient à nos espaces maritimes français, là tu as commencé tout à l'heure un peu à m'évoquer donc, des espèces et des habitats. Est-ce que tu peux me donner un peu des exemples des espèces qui représentent nos espaces maritimes? Alors en France, à savoir que la France est quand même le 2e domaine maritime mondial et que les eaux françaises sont présentes dans 4 des 5 océans de la planète qui couvrent 10 millions de kilomètres carrés environ, donc c'est vraiment une surface énorme. La plupart de ça se trouve en Outre-mer. Mais la France, du coup, les espaces maritimes français abritent énormément d'espèces et d'habitats marins qui sont très riches et très diversifiés, justement parce qu'ils sont répartis dans beaucoup d'océans différents, aux spécificités très différentes, éloignées géographiquement. Et donc voilà, cette diversité biogéographique de cette étendue des eaux françaises étant très riche, selon que ce soit dans des eaux tropicales, dans des eaux antarctiques, dans des eaux de l'Atlantique. Il y a énormément d'espèces très emblématiques, comme par exemple les récifs coralliens, qui sont quand même un exemple très, très parlant. Ils sont présents dans les eaux françaises, ils représentent environ 10% des récifs du monde. La France, les eaux françaises abritent également des écosystèmes côtiers qui sont essentiels pour fournir beaucoup de services, notamment de régulation, comme ce que je disais tout à l'heure, comme les herbiers. Il y a aussi les marais littoraux et par exemple les mangroves dans les zones plutôt tropicales, qui sont vraiment des habitats exceptionnels puisqu'ils permettent vraiment de stocker beaucoup de carbone pendant des millénaires et des millénaires. Représente aussi une très importante source de nourriture pour beaucoup d'espèces et protège aussi beaucoup contre les risques côtiers, les risques d'érosion, les risques... Ils vont protéger des fortes houles en cas de tempête, tout ça. Et bien sûr, après, de très nombreuses espèces de mammifères marins, beaucoup de dauphins, de baleines, de cachalots, d'orques, de phoques, enfin, une très grande diversité, quoi. C'est vrai que les espaces maritimes français sont très très importants, et tu as raison de le préciser. C'est que souvent on peut s'imaginer que ça va se résumer à la Méditerranée ou à la côte atlantique, mais c'est vraiment pas du tout que ça. Si on va parler du sujet qui fâche, hein. Souvent on évoque dans les médias l'érosion des coraux, on va parler des tortues, on va imaginer la tortue avec du plastique, le sac ou plastique. La paille qui sort ouais. Voilà, exactement, il y a beaucoup de choses comme ça. On parle de la pollution marine, on parle aussi de la surpêche. En quoi la biodiversité marine actuellement elle est en danger? Alors évidemment la biodiversité marine elle est en danger et en déclin aujourd'hui. Il y a de très nombreuses populations d'espèces qui sont en régression depuis plusieurs années et beaucoup de surfaces d'habitats marins qui sont fragiles de base et qui sont en déclin dans beaucoup de zones de la planète en général. Et donc si on prend comme indicateur la liste rouge de l'UICN, donc c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est vraiment l'indicateur de référence pour évaluer l'état de la biodiversité marine ou terrestre dans le monde. Par exemple, à l'échelle mondiale, en parlant des requins, il y a 37% des requins et des raies qui sont menacés d'extinction à l'échelle mondiale. Et 33% des coraux, constructeurs de récifs, donc ce qu'on connaît par les récifs coralliens. Donc c'est énorme. Et pour les récifs coralliens plus précisément, qui est un exemple assez parlant, il y a une étude de 2015 qui a démontré qu'il y avait environ la moitié des coraux du monde qui avaient déjà disparu. En fait. Donc, savoir que c'est des structures qui peuvent mettre des milliers d'années à se former jusqu'à devenir des récifs. Et il y a environ la moitié qui ont déjà disparu aujourd'hui, donc c'est assez triste. Et après, si on se concentre seulement à l'échelle de la France, qui figure justement parmi les pays qui abritent le plus d'espèces menacées dans le monde, terrestres et marines confondues ici, seulement dans les eaux métropolitaines, il y a plus de 100 espèces marines qui sont menacées, qui sont inscrites sur la liste rouge de l'IUCN. Alors à des degrés différents, il y a des espèces qui sont plus menacées ou moins menacées que d'autres, mais qui sont quand même inscrites dans cette liste.
Et il y a beaucoup d'exemples d'espèces et d'habitats qui sont aujourd'hui menacés et c'est seulement les espèces que l'on connaît qui sont étudiées parce qu'il y a énormément d'espèces marines. C'est souvent ça même sur la biodiversité terrestre. C'est ça, il y a énormément d'espèces marines. Là je parle surtout des espèces des habitats profonds que l'on ne connaît pas encore énormément, des micro-organismes qui sont finalement essentiels pour maintenir l'équilibre, pour assurer le bon fonctionnement des écosystèmes. Il y a aussi beaucoup d'exemples d'espèces et d'habitats qui sont aujourd'hui menacés aussi, qui sont des espèces, des habitats que l'on connaît un peu moins, qui sont un peu moins étudiés. Je parle surtout là des habitats et des espèces des fonds marins, des habitats profonds, où par exemple beaucoup de micro-organismes qui sont essentiels pour maintenir l'équilibre et qui sont encore très, très peu connus, donc on ne sait pas non plus quel est leur état de conservation aujourd'hui. Et donc les raisons principales pour cette diminution de la biodiversité marine sont très nombreuses. Et il y a vraiment beaucoup de pression qui pèse sur les océans, sur les mers à l'échelle mondiale. Et c'est finalement quelque chose qui nous affecte à tous et à toutes. Au-delà de la protection même de l'environnement ou des océans en général, pour revenir à la notion de service écosystémique dont on parlait tout à l'heure, bien évidemment, la qualité des services que l'on va tirer de l'environnement va dépendre de la résilience de ces écosystèmes, donc la capacité à retrouver son état initial après un changement ou un choc, et de la protection qui est faite de cet environnement. Donc forcément, un écosystème qui est dégradé, qui est en mauvaise santé, il va fournir moins de services écosystémiques. Donc c'est une approche assez anthropocentrée, mais c'est le cas, quoi. Et donc oui, les océans, ils subissent aujourd'hui beaucoup de pression de différentes natures qu'on peut regrouper simplement en deux catégories, des activités qui sont d'origine humaine et tout ce qui est dérèglement climatique, qui est bien sûr en très grande partie lié aussi aux activités humaines. Donc, c'est que moi aussi j'ai tendance à séparer les deux. Je trouve que, on sait très bien que le dérèglement climatique actuel et l'élément perturbateur c'est l'homme, mais c'est vrai que souvent j'ai tendance à séparer les deux pour expliquer les problématiques environnementales c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc par rapport à tout ce qui est dérèglement climatique et les impacts que ça peut avoir sur les océans, on va parler par exemple de la hausse des températures. Il y a beaucoup d'espèces de faune et de flore qui vont réagir différemment. Il y en a certaines qui vont s'adapter, d'autres qui vont se fragiliser ou qui vont même disparaître à tout jamais. Et c'est ce qui se passe par exemple pour certains coraux, certains récifs coralliens qui blanchissent et qui finissent par mourir, par disparaître à cause de la hausse des températures. Techniquement, c'est dû à une cause... en gros, il y a une rupture qui se fait quand la température augmente et qui va rompre la symbiose que les coraux font avec les algues qu'ils abritent et dont ils se nourrissent. Donc c'est ça qui finalement finit par les faire blanchir. Et ça va aussi... la hausse des températures va aussi faire changer radicalement les routes de migration de beaucoup d'espèces de poissons ou même de mammifères marins, beaucoup d'espèces qui migrent d'habitude. Après, par rapport à tout ce qui est dérèglement climatique, on a ici aussi l'acidification des océans. Donc c'est un sujet qu'on évoque souvent. Très sérieux qu'on évoque. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, plus à cause d'une trop forte absorption de CO2 atmosphérique par les océans, ça va impacter directement sur tous les organismes calcaires, comme par exemple les mollusques, les crustacés, le phytoplancton, etc., qui va finir par perturber leur croissance. Et, du coup, ça bouscule forcément la chaîne alimentaire. Exactement. Ça, de toute façon, l'écosystème, c'est très bien fait. C'est vraiment basé sur un équilibre parfait. Et donc, dès que tu romps un petit maillon de cette chaîne, il y a tout qui se perturbe. Et après, on a tout ce qui est les épisodes climatiques extrêmes. Par rapport aux fortes houles, aux tempêtes, etc., qui vont impacter directement les écosystèmes, notamment les écosystèmes côtiers et littoraux, en accentuant l'érosion, les inondations, la submersion. Et donc
revenir aux mangroves dont je parlais tout à l'heure, qui servaient d'atténuation par rapport à ces risques côtiers. C'est quand même des habitats, des écosystèmes qui subissent très fortement ces effets-là, comme les herbiers aussi par exemple, alors qu'ils sont quand même très importants et jouent un rôle crucial pour nous. Et après, on a tout ce qui est activité humaine. Alors là, je pense qu'on est bien actifs sur les océans. On est bien actifs sur les océans, en effet. Et donc, c'est toutes les activités qui vont se faire en mer ou qui vont dépendre, impacter directement la mer. Avec beaucoup de conséquences de destruction d'habitat, de pollution, qu'elle soit accidentelle ou pas, d'impact direct sur les espèces marines. Donc, bon, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais je vais en prendre quelques-uns, comme par exemple la surpêche. Donc, à savoir qui dépend du coup de notre consommation aussi de poissons. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, on consomme 2 fois plus de poissons qu'il y a 50 ans. Donc, la pression de la pêche et de l'aquaculture, elle est vraiment très importante à cause de cette croissance de la demande de poissons. Et à l'échelle mondiale, il y a un rapport de la FAO, donc c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'agriculture, qui est apparu en 2020, qui dit que la production de la pêche de capture en mer représente 80,4 millions de tonnes, ce qui est vraiment énorme, et selon la FAO toujours, près d'un tiers des stocks de poissons présents dans le globe, dans tous les endroits, sont victimes de la surpêche aujourd'hui. Et donc un exemple très parlant, c'est celui du thon rouge en Méditerranée, dont le stock a diminué de 90% entre 1993 et 2016. Bon, je crois que la situation est en train de varier un petit peu aujourd'hui, mais bon, c'est quand même un très très gros impact qu'ils ont subi lié à la surpêche et au changement climatique aussi. Voilà. Mais surtout, c'est toute une histoire toujours de médiatisation, parce que bon, on évoque souvent la viande, l'élevage, sur la biodiversité terrestre, etc. Mais on néglige forcément, toujours on néglige quelque chose par rapport à quelque chose d'autre, et du coup on néglige un peu la pêche et ses conséquences. C'est ça, exactement. Et après, dans tout ce qui est surpêche, il y a les prises accidentelles aussi, qui sont quand même très importantes. Des gros fileyeurs ou des gros chalutiers qui vont prendre tout ce qui passe par là, en fait, que ce soit des espèces ciblées ou pas. C'est très dur à cibler, donc il y a énormément de prises accidentelles, et il y en a beaucoup qui sont relâchées, car légalement, ils n'ont pas le droit de les débarquer, ils n'ont pas le droit de les vendre. Parfois, c'est des espèces qui sont protégées. Du coup, on va se retrouver avec des poissons et des espèces qui sont tuées. C'est ça, il y a beaucoup de prises accidentelles de dauphins, par exemple, dans le golfe de Gascogne, il y en a énormément. Et donc ça, c'est un gros enjeu également. Et en plus de juste la surpêche en termes de quantité, il y a tout ce qui est destruction des habitats marins, et surtout des habitats profonds marins, à plus de 200 mètres de profondeur, quoi. À cause des techniques de pêche, qui en a pour certaines sont très très agressifs. Et voilà, donc par exemple tout ce qui est les chalutiers de fond, le chalut de fond, tu vois, tous ces arts traînants en fait, qui vont racler tous les fonds marins, qui vont détruire des herbiers, des habitats à l'échelle locale. Ici par exemple en Bretagne, il y a un habitat qui est vraiment qu'on retrouve beaucoup ici, beaucoup plus qu'ailleurs, c'est les bancs de merle. Et c'est un habitat qui est exceptionnel et très peu connu, je trouve. Et il est composé d'algues calcaires rouges. Il est vraiment très riche en diversité, en biodiversité biologique, enfin en diversité biologique. Et ils abritent beaucoup d'espèces comme des éponges, des bivalves, et ils sont très fortement concernés par les impacts de ces engins de pêche traînants. Et bon, après, quand cette technique elle est pratiquée de façon raisonnable, elle va pas provoquer leur disparition, mais elle va quand même diminuer fortement le rôle qu'elles ont de nurserie, de refuge pour plein d'espèces, parce qu'ils vont enfouir le merle dans le sédiment, justement. Donc, et juste pour finir sur la pêche, par contre, il faut pas non plus diaboliser la pêche, qui est quelque chose qui se fait quand même assez souvent, enfin pas tous les types de pêche en moins. Moi, quand je parle de cette surpêche et de ses conséquences pour la biodiversité, une méthode de pêche. Exactement, c'est vraiment les gros bateaux de pêche, la grosse pêche. Moi, la pêche elle est présente ici, enfin dans le monde depuis toujours, dans les communautés côtières, et elle est quand même nécessaire aujourd'hui pour nourrir une très grande partie de la population. Donc c'est vraiment
la pêche industrielle et pas la pêche artisanale, la petite pêche quoi. Et après, en termes d'autres types de menaces, on a par exemple l'industrie, tout ce qui est exploitation des fonds marins. Donc toutes les industries extractives qui sont à la recherche de combustibles fossiles, de ressources minérales, entre autres, représentent également une très forte pression. Et en fait, comme les réserves de ce type de minéraux, de matériaux... On peut les trouver c'est ça, dans en les espaces maritimes. Exactement. Et en fait, comme les réserves qui sont dans les eaux peu profondes sont en train de disparaître, quoi, logiquement, cette pression elle est de plus en plus importante dans les espaces plus lointains et dans les eaux très profondes, qui sont justement les zones qui abritent une biodiversité exceptionnelle qu'on ne connaît même pas encore, donc on ne sait même pas ce qu'on est en train de détruire, quoi. Donc, en plus là on va aller maintenant on va installer aussi des éoliennes en mer, donc ça va être oui, il y a tout ça aussi, tout le côté mer. Quand on finit avec une ressource on en rajoute une autre. C'est ça. Pour aller c'est ça. Et même par rapport à toute cette partie industrie, exploitation des fonds marins, il y a aussi tout ce qui est lié au transport de ces hydrocarbures, au transport du gaz, au transport de tout ça. Il y a énormément de pollutions accidentelles qui sont liées à ça, des perturbations directement de la faune marine, des mammifères marins. Enfin, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et voilà, après il y a quoi? Il y a tout ce la qui liste est... déjà était déjà c'est la incroyable. liste elle est déjà incroyable, mais c'est si on devait dire la liste entière, ce serait... Mais il y a aussi tout ce qui est lié aux activités touristiques, donc le tourisme littoral qui est très très présent dans le monde et en France aussi beaucoup. On parle de tourisme de masse, d'aménagement touristique en bord de mer qui favorise le risque côtier. Parce que finalement le risque il est présent parce que l'homme s'est implanté là, c'est parce qu'il y a ça qu'il y a un risque. Et donc tout ça en Méditerranée par exemple, même la plaisance, les bateaux de plaisance, tout ça c'est finalement ça représente quand même un risque de pêche ou pas. Mais par exemple en Méditerranée il y a une très forte problématique, en France ou dans tous les pays en Méditerranée, il y a une très grande problématique qui est celle des bateaux qui ancrent dans les herbiers de Posidonie. Donc les bateaux qui vont jeter leur ancre alors que les herbiers de Posidonie c'est déjà des habitats qui sont fragiles et donc ils vont les détruire à tout jamais alors que ils permettent de stocker énormément de carbone et c'est vraiment ce type d'espèces qui servent d'habitat, tu vois. Donc, et après bien évidemment on a tout ce qui est lié à la pollution. Ça. Donc il y a la pollution de manière générale, la pollution qui provient directement des cours d'eau. Qui se jettent en mer, qui proviennent du rejet des eaux usées, des eaux qui proviennent des bateaux, même de pêche ou autre aussi, et qui impactent directement les espèces marines et littorales. Et une pollution dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, c'est la pollution qui est liée aux engins de pêche perdus en mer. Donc c'est quand même... c'est ça. Il y a beaucoup de tout ce qui est les casiers, les filets, les hameçons, tout ça souvent en plastique, qui finissent par être perdus, ou alors des fois avec les forts courants, les fortes houles, des filets qui se perdent et il est trop compliqué pour les pêcheurs d'aller les ramasser. Et en fait en Méditerranée par exemple c'est surtout les filets de pêche qui posent problème. Et en fait ces filets de pêche qui sont perdus en mer on les appelle les filets fantômes parce qu'ils continuent à pêcher des espèces pour rien en fait. Donc il y a énormément de mammifères, d'oiseaux qui se retrouvent coincés dans les filets et qui finissent par... moi en tout cas j'entends assez rarement parler. C'est ça, donc la problématique des filets fantômes elle est quand même très présente aujourd'hui. Donc, et après voilà, on a tout ce qui est pollution plastique, mais il me semble qu'on va en parler un petit peu mieux. En off on s'était dit que c'était quand même un sujet qui serait cool, cool c'est pas vraiment le mot, mais cool à évoquer ensemble parce que c'est un sujet qui est très médiatisé et je pense que c'est pas pour rien. Je te propose qu'on fasse une toute petite pause musique et on se retrouve juste après avec un petit extrait vidéo. Ça marche. Allez, à de suite. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing.
critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage, donc avec Heider sur le sujet de la biodiversité marine. Donc là on est hors du studio comme je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà, j'espère qu'en tout cas pour les auditeurs la qualité est au rendez-vous. Je vais vous faire écouter un petit extrait vidéo sur le sujet donc, du plastique qu'on allait évoquer ensemble juste avant la pause musique, et on se retrouve juste après. D'après un rapport du WWF, si la mer Méditerranée ne représente qu'1% des eaux mondiales, on y trouve 7% des microplastiques totaux des mers et océans. Un microplastique mesure moins de 5 mm et est invisible à l'œil nu. Ces petites particules, fruits de la désintégration des bouteilles, briquets et autres déchets, irradient les océans et finissent dans nos assiettes. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi des microplastiques dans leurs estomacs. Et que dire des coquillages, très prisés des Français? Un consommateur moyen pourrait ingérer jusqu'à 11 000 morceaux de microplastiques par an, rien qu'avec des moules ou des huîtres. Difficile pourtant d'en mesurer l'impact. Ces particules sont tellement infimes que la recherche sur le sujet est encore très limitée. Voilà donc pour cet extrait vidéo qui montre donc la problématique du plastique. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet enjeu? Oui, bien sûr. Bon, comme on l'entend dans cet extrait de vidéo que tu viens de mettre, la pollution plastique, c'est vraiment un gros enjeu aujourd'hui pour les mers et les océans à travers le monde. En fait, le plastique, c'est un matériel qu'on utilise encore énormément aujourd'hui. Et ce depuis les années 1950 environ, même s'il est apparu quand même plus tôt, c'est vraiment à partir de cette date-là qu'on a commencé à l'utiliser. Et en fait, on estime que depuis les années 50 seulement, il y a plus de 8 milliards de tonnes de produits en plastique qui ont été fabriqués dans le monde, et ce en seulement 20 ans, en l'espace de 20 ans. Ouais. Donc, on a mis légèrement l'accélérateur. Voilà, un petit accélérateur. Et en fait, c'est surtout les plastiques à usage unique qui ont été beaucoup produits dans les dernières années. Et c'est justement ces plastiques qui sont problématiques, parce qu'en soi, le plastique, c'est un matériel, ça a été une découverte assez innovante qui permettait de créer beaucoup d'objets, beaucoup de contenants qui pouvaient être réutilisés. Mais
Mais ces plastiques à usage unique qui sont problématiques se sont développés comme les couverts, les gobelets, les cotons-tiges, les sacs plastiques. Hein. Tout ça qu'on va utiliser quelques minutes ou quelques heures et qui vont être jetés à tout jamais. Et en fait, le problème de ça, qui est présent dans tous les pays du monde, c'est vraiment le traitement du déchet qui vient ensuite, qui dans beaucoup de cas, il n'est pas du tout efficace, pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait que ce soit. Et dans la plupart des cas, ils se retrouvent ensuite dans les océans, dans les mers. Et ils vont devenir très dangereux pour beaucoup d'espèces, beaucoup d'habitats. On peut les blesser, les intoxiquer, les étouffer, etc. Donc, c'est pas très gai, ouais, c'est pas du tout gai. C'est même un énorme fléau aujourd'hui. Et qui représente vraiment une menace pour la biodiversité marine en particulier. Et il faut savoir que 80% des déchets qui se retrouvent en mer ou dans les plages, ils proviennent de l'intérieur des terres. Donc c'est des déchets qui ont été transportés par les cours d'eau et qui finissent dans l'océan. Et les 20% restants proviendraient d'autres sources, essentiellement des différentes activités maritimes, dont la pêche, les activités de plaisance, etc. Et en fait, une fois qu'ils sont en mer, plus ils restent en mer longtemps et plus ils vont se dégrader et vont finir par se décomposer pour devenir des microplastiques. Les microplastiques, ils vont finir ensuite par devenir des nanoplastiques encore. En fait, les microplastiques, c'est des plastiques de taille inférieure à 5 mm. Et les nanoplastiques, c'est encore plus petit, c'est inférieur à 0,001 mm. Mais ils sont toujours présents, ils sont juste invisibles à l'œil nu. C'est ça en fait le problème de tout ça. Et le gros souci, c'est que le plastique, c'est un vrai cocktail molotov d'éléments chimiques pour la production du plastique. C'est une bonne métaphore. C'est ça, un bon cocktail d'éléments chimiques qui vont rejeter finalement des substances qui sont complètement nuisibles pour la biodiversité marine. Et je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études directes sur ce sujet-là, mais je peux citer une étude qui a été faite par le LEMAR, qui est un institut de recherche qui est ici à Plouzané, à l'Université de Bretagne occidentale. Une étude qui a été faite en 2016, je crois, sur certaines huîtres. En fait, ils ont démontré que l'exposition de certaines huîtres à des microplastiques en polystyrène essentiellement ont impacté fortement leur capacité reproductive et leur capacité de croissance. Donc c'est des risques qui existent. Et pour revenir à ce dont je parlais, dont je disais que les plastiques finissent par se dégrader et se décomposer, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Ils sont toujours présents, ils sont juste imperceptibles à l'œil nu. Et en fait, éventuellement, ils finissent par disparaître au bout de beaucoup de temps dans certains habitats profonds parce qu'ils se font décomposer par certains micro-organismes. Mais sinon, c'est jamais assez par rapport à tout ce qu'on produit et tout ce qui reste quand même dans l'océan. Et c'est là que c'est très difficile à gérer, en fait, cette pollution aussi petite, parce que les macro-déchets, les mésodéchets qu'on peut voir, nous, à l'œil nu, logiquement, c'est plus simple à prendre en charge, plus simple à gérer, à recycler, etc. Mais une fois qu'ils se dégradent, qu'ils deviennent très petits, c'est une pollution cette pollution qui est diffuse, finalement, elle est très très difficile à prendre en main. Comment tu veux ramasser tous ces micro-déchets, c'est complètement. Ça. C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de startups qui essaient de faire des innovations par rapport à ça. Bien sûr, il y a énormément d'initiatives qui se font aujourd'hui, mais n'empêche que ça reste quand même très difficile à gérer encore. Et en fait, après, ce qu'on a entendu dans la vidéo quand il dit que finalement le plastique se retrouve dans nos assiettes, c'est exactement le cas. En fait, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation, par le biais d'espèces qui vont, sans le vouloir, consommer justement ces petites particules de nanoplastiques qui vont suivre la chaîne alimentaire, la chaîne trophique, jusqu'à être pêchées et jusqu'à se retrouver dans les assiettes des consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de prendre le problème au sérieux, parce que de toute façon, vu qu'on est directement impacté à chaque fois, il faut à chaque fois qu'on soit directement impacté par... Dès qu'il y a un risque pour la santé humaine, c'est sûr que... Après, je répète, je crois qu'il n'y a pas non plus énormément d'études sur ça. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a un mois à peine, sur le fait qu'il y avait de la présence de microplastiques dans le sang humain. Donc voilà, c'est quand même un risque à prendre en compte. Et un risque aussi dont on n'entend pas beaucoup parler par rapport à la problématique du plastique, mais que je trouve très intéressant à prendre en compte, c'est le transport d'espèces invasives à travers le plastique. Donc en fait, c'est des micro-organismes qui vont se fixer dans ces petits morceaux de plastique,
qui vont, avec les courants, finir par voyager à travers le monde des milliers de kilomètres et qui vont finir par arriver dans des écosystèmes qui sont complètement différents de ceux dont ils proviennent à la base, en fait. Du coup, ça suppose une menace pour l'équilibre, pour la santé de ces écosystèmes et représente des espèces vraiment invasives. Et voilà, après, aujourd'hui, la prise de conscience sur cette problématique, elle est quand même de plus en plus forte. On entend de plus en plus parler du plastique. Il y a beaucoup d'initiatives et de choses qui sont faites aujourd'hui pour lutter contre ce fléau, que ce soit en France ou dans le monde en général. Et il y a quelque chose qui donne un peu d'espoir, c'est il y a quelques mois à Nairobi s'est tenue une assemblée des Nations Unies pour parler justement de cette problématique. Et il y a un accord international qui a été voté, qui est juridiquement contraignant, et qui a été voté pour mettre fin à la production de plastique à usage unique d'ici 2024. Donc c'est quand même une sacrée avancée. Dans tous les cas, je pense que la meilleure solution, ça reste de ne pas l'utiliser. Donc, c'est ça. Donc faut prendre le problème à la source, faut arrêter de le produire pour ne pas... Donc au moins c'est cette problématique des plastiques à usage unique, et il y a un petit peu d'espoir, même s'il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Bon, ça fait plus de 30 minutes ensemble qu'on fait un constat qui est quand même assez alarmant concernant la biodiversité marine. Donc là, tu as commencé un peu à l'évoquer. Il y a quand même des solutions. Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour protéger notre biodiversité ? Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils et de dispositifs réglementaires notamment qui sont mis en place à l'échelle mondiale, européenne ou même nationale, locale, toutes les échelles quoi, pour protéger la biodiversité marine. Et il y en a de plus en plus depuis les dernières années. Et en fait, la gestion de la biodiversité marine, moi je trouve c'est assez complexe parce qu'il faut prendre en compte déjà beaucoup de paramètres. Et par rapport à la gestion des écosystèmes terrestres, il y a tout cet aspect du pas visible, en fait, tout cet aspect de sous-marin, ça se passe sous l'eau, on le voit pas directement, donc contrairement à la biodiversité terrestre, donc ça rend la gestion encore plus difficile pour prendre en main. Comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une grande partie des océans qu'on ne connaît pas, en plus sans parler qu'il y a des conséquences qu'on a du mal à identifier. Exactement. Donc forcément, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de quadriller, on va dire, la réglementation par rapport à la réglementation terrestre. Ouais. Et c'est que récemment, j'ai interviewé quelqu'un sur la biodiversité du sol, et c'est que c'est un peu si pareil que l'océan au final, parce que ça ce côté un peu impalpable et invisible. Invisible, pour les gens, quoi. Donc tout à fait, c'est ça qui rend en fait la chose encore plus complexe. Mais bon, malgré ça, il y a quand même plusieurs exemples d'outils et de dispositifs, comme par exemple les aires marines protégées. Les aires marines protégées qui servent à protéger la biodiversité marine à l'intérieur des zones qui sont sous leur juridiction, donc d'un périmètre, et qui mettent en place une gestion plutôt intégrée. Et en fait, elles ont été créées pour répondre aux objectifs nationaux et européens pour la protection des milieux marins. Et il y a différents types d'aires marines protégées, avec des caractéristiques différentes, comme par exemple les parcs naturels marins. Il y en a 8 en France au total, dont notamment le parc naturel marin de la mer d'Iroise, ici localement, qui en plus était le tout premier qui a été créé en France. Il se passe beaucoup de choses ici. C'est vraiment une région de mer, quoi. Et après, il y a les parcs nationaux, comme le parc des Calanques, qui est très connu, le parc de Port-Cros. Il y a les parcs naturels aussi. Le parc naturel par exemple, celui de la mer de Corail, en Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment énorme en superficie, et qui représente à lui tout seul 3/5 des aires marines protégées françaises. Donc, et en France, en fait, la plupart de ces aires marines protégées sont multi-usages, c'est-à-dire que ce sont des zones où les activités maritimes sont autorisées, le tourisme, la pêche, tout ça, mais qui sont réglementées. Et il y a même certaines zones de ces aires marines protégées qui sont dites de non-prélèvement, là où la pêche est totalement interdite. Mais par exemple, en France, il y a près de 32% de la zone économique exclusive qui est recouverte par des aires marines protégées. Mais par contre, il y a seulement 2%, ou même moins de 2%, qui représentent des réserves intégrales ou des zones de protection fortes. Ah oui. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire c'est des zones où toutes les activités, ou en tout cas les activités qui peuvent vraiment causer un vrai impact à la biodiversité sont interdites. Les mouillages, la pêche, tout ça, certains engins de pêche notamment. Et donc bien sûr,
l'efficacité de ce dispositif d'aire marine protégée, il va dépendre du niveau de protection qui va être appliqué. Donc voilà, s'il n'y a que 2% qui est vraiment en protection forte, c'est quand même pas beaucoup. Et les chiffres, à l'échelle européenne ou mondiale, c'est vraiment similaire. Et après, en termes d'autres types de dispositifs, il y a le réseau Natura 2000. Tu as peut-être déjà entendu parler, voilà, où il y a autant au niveau terrestre. Je pense qu'on entend souvent parler pour la protection des mammifères ou des choses comme ça. Exactement. Et du coup, ça existe aussi en mer. Ouais, exactement. Et en fait, c'est un outil européen pour la protection de la biodiversité marine et terrestre. Et en fait, c'est un ensemble de sites qui sont à fort intérêt écologique ou qui ont pour objectif en fait d'être gérés de façon durable et de préserver la biodiversité qui se trouve à l'intérieur. Et en Europe, par exemple, le réseau Natura 2000 il représente 6% de la ZEE, de la zone économique exclusive, donc c'est pas non plus énorme. C'est vrai que... Et en France, c'est près de 11% de la ZEE métropolitaine seulement. Okay. Et c'est toujours pas énorme. C'est ça. Et en fait, voilà, à l'intérieur de ces sites, la caractéristique, c'est un peu qu'ils prennent en compte les activités humaines et les projets d'origine humaine. Et en fait, c'est autorisé, mais soumis à des conditions et à des études quand même assez approfondies. Et ce qui caractérise aussi ces sites, c'est qu'ils prennent vraiment en compte l'ensemble des acteurs du territoire, l'ensemble des parties prenantes, des élus locaux, des ONG, des structures, etc., pour la gestion de ces sites à travers de ces chartes. Donc c'est vraiment un des principaux outils qui est utilisé en Europe pour ça. Et après, je voulais aussi parler, il y a énormément de dispositifs, on ne peut pas tous les citer. Ouais, mais on a quand même quelques minutes devant nous, donc je te laisse un peu... j'ai encore un peu le temps de développer. C'est ça. Mais je voulais aussi parler des nombreuses initiatives déjà des ONG et des nombreux projets de recherche qui se créent tout le temps à toutes les échelles pour faire justement avancer la science dans le but de mieux connaître la biodiversité et donc de mieux la préserver, de mieux la protéger. Et donc ces projets, ils ont finalement pour vocation de contribuer à tout ça et de servir d'appui aux décideurs, aux décideuses locaux ou nationaux pour mettre en place des mesures qui soient appropriées à cette biodiversité qui est en danger. Et voilà, donc par exemple, juste à l'échelle de la France, il y a en parlant justement, vu qu'on parle d'habitat marin, il y a le projet Life Mara qui est porté par l'OFB, l'Office français de biodiversité, qui vise à mettre en œuvre la problématique, la directive Habitat, qui est celle qui est à l'origine du réseau Natura 2000, Habitat et Oiseaux. Et c'est vraiment un des plus gros projets nationaux avec beaucoup d'investissements pour justement protéger les habitats marins. Donc je pense que c'est ce type de projet aussi qui contribue à faire avancer les choses. Et à des échelles un peu plus restreintes, quoique il y a en Méditerranée par exemple, il y a un réseau de protection des herbiers de Posidonie, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle le Mediterranean Posidonia Network, qui s'est créé il y a 2 ans et dans lequel j'ai d'ailleurs eu la chance de travailler il y a 2 ans justement quand j'étais en stage à l'Office français de biodiversité sur le projet Life Mara dont je viens de parler. Et en fait c'est une super initiative, moi je trouve, parce que c'est un réseau d'acteurs européens de plein de natures différentes, que ce soit des ONG, des autorités, des scientifiques, des agents de port, etc. Et en fait, il vise à protéger les herbiers de Posidonie en Méditerranée, qui sont menacés, comme on a dit, par l'ancrage et tout ça, en rassemblant beaucoup d'acteurs et en sensibilisant le public, et surtout en essayant d'harmoniser les réglementations à l'échelle méditerranéenne entre les différents pays. C'est une grande difficulté, c'est ça en fait. La diplomatie. Et c'est surtout à l'échelle de la Méditerranée, qui est quand même un bassin, pour ainsi dire, tu vois, rempli de beaucoup de pays différents. Exactement. Parce que finalement, le but beaucoup c'est de méthodologie, que ouais, c'est ça qui est compliqué. Le but c'est que tous les pays ils aillent dans le même sens quand on parle de protéger des espèces. Essayer de trouver des réglementations pareilles parce que finalement, contrairement peut-être un peu différemment des habitats terrestres, les habitats marins, ils n'entendent vraiment pas de frontières. C'est-à-dire que s'il y a un pays qui met en place des mesures de protection et que quelques kilomètres plus loin, de l'autre côté de la frontière, il y a de très fortes pressions, ça va pas être du tout efficace et ils vont subir tout ça, quoi. Et j'ai envie quand même qu'on évoque là, parce que depuis tout à l'heure,
déjà je te remercie parce que je sais que c'est assez compliqué quand même de vulgariser cet enjeu-là. Là, tu m'as parlé en fait de tous les acteurs qui s'impliquent au quotidien, donc pour essayer d'arranger les choses. Mais j'aimerais cette fois un peu avoir ton avis. Pour toi, quelles doivent être les actions prioritaires en matière de protection de la biodiversité? C'est un peu dur de répondre à cette question. Oui, je me doute. Mais pour moi, en fait, les actions prioritaires, c'est ça. C'est par exemple ce que je viens de dire, harmoniser vraiment les réglementations à des échelles plus grandes que la nationale. Tu vois, que l'on prenne en compte vraiment l'ensemble des paramètres pour assurer une gestion beaucoup plus efficace. Et même par rapport aux aires marines protégées, commencer à vraiment établir des zones de protection fortes dans les parties au moins les plus sensibles qui méritent vraiment cette protection. Et c'est souvent compliqué en fait d'interdire des activités comme la pêche ou autre dans certaines zones, parce que quelque chose qui revient souvent, c'est finalement que oui, la mer est à tous. Ouais. Et c'est vrai, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de travailler pour protéger la biodiversité tout en intégrant le côté social qui, à mon avis, il est vraiment essentiel pour que les choses fonctionnent. Et arrêter de discerner protection de l'environnement et protection des aspects sociaux qui sont tout aussi importants et qui finalement ça revient à la même chose, quoi. Et je pense que ça permettra peut-être de faire beaucoup plus accepter certains leviers d'action qu'on peut réaliser. Il nous reste 2-3 minutes pour clôturer un peu le sujet du jour, et du coup j'aimerais quand même qu'on revienne vite fait sur ton métier. Tu me disais donc tu travaillais donc à l'UMR Amur au sein du programme Interreg, si je prononce bien, peut-être je suis pas très bon, sur un projet donc, qui s'appelle donc Fish and Tell. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, donc en fait c'est le projet Fish and Tell sur lequel je travaille, qui est financé par Interreg, donc par l'Europe, qui finance ce type de projet européen avec plusieurs pays. Et donc le projet Fish and Tell, c'est 12 partenaires du Royaume-Uni, de France et de Belgique. Et au sein de ce projet, on cherche à identifier les habitats qui sont utilisés par certaines espèces d'intérêt commercial pour la pêche. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le bar, la langouste rouge, le lieu jaune et le thon rouge dans la région de la Manche, donc des deux côtés de la Manche. Et en fait, pour faire ça, l'objectif du projet est d'utiliser un système de suivi des poissons par télémétrie acoustique, pour suivre le mouvement de ces poissons qui seront marqués au préalable, mais aussi pour identifier quels sont les habitats et comment ils les utilisent. Et donc à travers ce projet aussi, l'objectif c'est de fournir des données pour essayer de mettre en œuvre des plans de gestion écosystémique des pêches. Donc, la gestion écosystémique, c'est le fait juste de prendre en compte l'ensemble des éléments de l'environnement et toutes les interactions entre les différentes espèces, plutôt que de se focaliser sur une gestion espèce par espèce, qui est ce qui se fait le plus souvent. Donc en fait pour assurer une pêche plus durable, pour évaluer l'impact de la pêche, les autres activités humaines, tout ça. Et en gros, moi, mon rôle dans le projet, moi je suis sur la partie qui est écosystème, gouvernance et société. Donc dans la partie écosystème, là, en ce moment, en plus, je suis en train de faire une cartographie à l'échelle de la Manche française de tout ce qui est des habitats marins et des services écosystémiques qui sont tirés de ces habitats marins, en intégrant justement les données qu'on aura plus tard de télémétrie acoustique. Je travaille aussi sur la partie gouvernance. Donc la gouvernance à l'échelle de la Manche, justement pour essayer de cibler les acteurs clés pour la proposition de mettre en place des plans de gestion écosystémique. Donc là je fais une cartographie de tout ce système de gouvernance. Et la partie société qui est par rapport à... En fait on va rencontrer des pêcheurs récréatifs et professionnels du coin. Okay. Et on va aller discuter avec eux et collecter un peu leurs témoignages, leurs connaissances écologiques qui sont énormes, parce qu'ils ont vraiment une vision très, très particulière, vu que c'est quand même leur activité de tous les jours, et ils ont vraiment beaucoup de connaissances très riches en termes d'écologie et en termes des espèces qui suivent. Du coup on les utilise pour ensuite aider à mettre en place le réseau de télémétrie acoustique. Et je travaille avec
une équipe remplie de femmes qui sont toutes aussi géniales les unes que les autres. Ok, bon, franchement c'était parfait pour conclure cette belle interview sur le sujet de la biodiversité marine. Et puisque tu évoquais un peu les pêcheurs, c'est vrai qu'on a besoin aussi d'eux pour mieux appréhender certains enjeux, comme on a besoin parfois des chasseurs, même si on est critique, et des fois c'est complètement légitime. Exactement. Mais il faut pas négliger leur connaissance. Il y en a beaucoup des pêcheurs qui sont pour justement la mise en place de mesures de gestion et de choses qui fassent protéger les espèces qui pêchent, parce qu'ils veulent pouvoir continuer à pêcher. Ils aimeraient peut-être que leurs enfants pêchent aussi, enfin que les générations futures en tout cas pêchent. Donc il y en a beaucoup qui sont vraiment, qui jouent le jeu et qui discutent avec nous et qui nous donnent beaucoup d'informations. Donc c'est chouette. Merci beaucoup, Heider. Merci beaucoup à toi. On va faire une dernière petite pause musique et on se retrouve juste après pour les questions personnelles. À de suite. Très bien. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of bass. That wasn't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Aider. Donc pour les dernières questions, les questions personnelles. La première, est-ce que tu te sens anxieuse face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels ? Alors j'ai toujours été quand même assez anxieuse par rapport aux questions environnementales. En plus j'ai quand même pris conscience de tout ça assez jeune. Et je viens de la côte basque. Du coup j'ai vraiment toujours vécu dans cette zone qui est nichée quand même entre la mer et la montagne. Donc ça joue aussi, je pense. Et moi quand j'étais petite je voyais que le côté vraiment catastrophique de tout ce que les humains font aux animaux et à la planète en général. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours présent en moi, inévitablement. J'ai quand même décidé de mener ma carrière dans ce secteur et d'essayer d'apprendre un peu plus chaque jour. Donc, mais voilà, aujourd'hui, je vois quand même que les choses commencent à bouger. Donc, il y a de plus en plus de choses qui se font, et même si c'est pas aussi vite qu'il le faudrait et qu'il faut encore faire quand même beaucoup de choses, il faut beaucoup lutter contre les gros lobbies et secouer un petit peu, même beaucoup, nos politiciens, nos politiciennes. Le fait de voir que beaucoup de personnes se mobilisent autour du monde et que beaucoup sont très jeunes aussi, franchement, ça donne quand même un peu d'espoir. Parce que de voir tous ces gens qui ont quand même beaucoup conscience des injustices qui se font, c'est plutôt cool. C'est vrai que dans les manifs, on voit principalement des jeunes, donc c'est assez enthousiasmant. Si on parle mobilisation, si on parle engagement, est-ce que toi tu as par exemple lancé des choses, donc des habitudes écologiques dans ton quotidien ? J'ai toujours essayé d'avoir quand même de faire attention surtout à ce que j'achète. Et je me renseigne le plus possible sur d'où ça vient, comment ça a été produit et tout ça. Et j'ai arrêté de consommer pas mal de produits, de certaines marques en tout cas, quand je me suis rendu compte de la catastrophe environnementale que ça représentait en fait, toutes ces marques. Et le plastique aussi, c'est vraiment une des règles d'or, ne jamais acheter un produit qui est emballé dans du plastique qu'on va pas pouvoir utiliser plus tard. Ou alors vraiment, quand j'en achète, c'est par exemple dans les trucs anti-gaspi, des trucs comme ça qui sont déjà dans du plastique, mais bon, qui vont être jetés. Mais sinon, c'est vraiment la règle d'or, parce que, en fait, moi j'estime qu'on a toujours le choix. Enfin, en tout cas, nous, on a le choix. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais nous, on a vraiment le choix et la chance de pouvoir choisir les produits qu'on consomme. Et donc, je trouve que c'est vraiment, on doit le faire de manière responsable. C'est un peu une obligation quand on a cette chance. Et pareil pour la viande. Enfin, je peux pas dire que je suis végétarienne parce que je consomme de la viande et du poisson de temps en temps, même si c'est vraiment pas très souvent. Mais quand je le fais, j'essaye au maximum d'acheter de la viande produite localement, essayer de faire en sorte que ça soit produit dans des bonnes conditions. Et pareil pour le poisson, je vais chez le poissonnier, chez la poissonnière, et je demande, je discute. C'est que toi, forcément, je pense que ça doit, ton boulot doit un peu influencer tes choix en matière de poisson. C'est ça. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller, donc ça peut être sur l'environnement ou en général ou... Alors, j'ai eu du mal à trouver quelque chose en fait, parce que j'ai choisi une qui n'a pour le coup rien à voir avec l'environnement ou la biodiversité marine. Tu as le droit. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes. Et en fait, c'est un livre qui parle de sorcières, enfin, qui parle pas de sorcières à proprement parler, mais plutôt des sorcières modernes, des femmes d'aujourd'hui qui sont persécutées, jugées constamment, mises à mal un peu, pour faire référence aux sorcières. Et c'est un sujet qui est très proche malheureusement de la réalité de beaucoup de femmes aujourd'hui, et en fait c'est comme une comparaison, un rapprochement avec l'histoire ancienne des sorcières et du monde aujourd'hui dans lesquels les femmes sont représentées, et franchement il est super, je le conseille beaucoup pour toutes les personnes à qui ça intéresse un peu le sujet du féminisme. Il est très bien écrit et moi il m'a fait ouvrir les yeux sur plein de sujets que je soupçonnais pas du tout quoi. Donc, je retiens. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire ? Alors, ça aussi, j'ai eu un peu de mal à... Celle-là, elle donne des mots de tête à certains de mes invités. Ouais, j'ai un peu du mal à choisir en fait une seule personne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont admirables, et non pas seulement par rapport à l'environnement, mais de façon générale par rapport à d'autres sujets qui m'intéressent tout autant. Ils sont tout aussi importants pour moi. Mais du coup, j'ai choisi... Enfin, je sais pas si c'est tant que ça une personnalité publique, parce qu'elle est vraiment pas très connue, mais elle s'appelle Severn Suzuki.
Ouais. Et en fait, c'est une écologue et écrivaine canadienne et militante environnementale, pardon. Et à mon sens, c'était un peu la première Greta Thunberg, entre guillemets. Parce qu'en fait, elle avait fait un discours aux Nations Unies pendant le sommet de Rio de 92, sommet très important, alors qu'elle avait que 13 ou 14 ans, je pense. Enfin, elle était vraiment très jeune, pour parler du changement climatique et alerter sur l'urgence qu'il y avait déjà il y a 30 ans. Et en fait, je la trouve vraiment inspirante parce que je me dis qu'elle avait seulement 13 ans. Et du coup, à l'époque, elle avait créé une petite association avec des camarades de classe. Elle a réussi à aller parler devant tous les dirigeantes du monde sur un sujet qui commençait à peine à être vraiment abordé. Et aujourd'hui, elle continue. Elle travaille aussi beaucoup sur la transmission de la culture autochtone au Canada. Enfin, bref, je la suis depuis que je suis vraiment petite, enfin depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais écouté son discours tellement de fois que je le connaissais par cœur. Et je pense qu'elle a vraiment, pour le coup, joué un rôle quand j'étais plus jeune pour faire ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai décidé dans ma carrière et dans ma vie en général, quoi. Je pense que je vais écouter ce discours en rentrant. Oh, oui. Ouais, ça donne plutôt envie. Tu t'informes sur quels médias en général? J'essaye de diversifier au maximum les médias que je regarde et pour avoir plusieurs angles différents et j'essaye quand même de suivre surtout des médias indépendants. Donc je sais pas, le Vent se lève, Mediapart, Simone, Ouais. Reporter, un peu tout ça, et Arte aussi. Ok. Et enfin, donc dernière question. Donc toi, ça pourrait concerner deux pays. Hein. Ça pourrait concerner l'Espagne et la France. Ma dernière question. J'ai eu la même problématique avec un invité italien. Si tu devais donner un conseil donc sur un sujet environnemental à notre président ou bien donc au gouvernement espagnol, ou en tout cas je te laisse choisir, ou les deux, lequel ce serait? Alors, moi je pense que tout d'abord je les dirais de commencer à tenir ses promesses électorales sur l'environnement, que ce soit marin ou terrestre, hein, de façon générale, et d'arrêter un peu de plaire au lobby des multinationales, de la pêche industrielle au détriment de la biodiversité, tout simplement. En fait, il y a beaucoup de sujets qui sont importants, hein, mais que j'aurais envie d'en parler, mais pour faire référence à un amendement qui a été voté il y a quelques jours à peine, je crois que c'était vraiment avant-hier ou il y a 3-4 jours, par l'Union européenne, au Parlement européen, pour interdire les méthodes de pêche destructrices, comme le chalut de fond par exemple, dans les aires marines protégées, et pour lequel le gouvernement français a voté contre. C'est-à-dire que l'amendement qui a été voté par le gouvernement français est que ces techniques de pêche très dangereuses soient interdites à l'intérieur de certaines parties des aires marines protégées, et encore à l'intérieur de celles qui sont le plus à risque et qui sont techniquement déjà protégées. Et en fait, ça empêche de prendre en compte l'ensemble des aires marines protégées européennes qui méritent vraiment plus de protection. Donc je dirais tout simplement d'arrêter de faire semblant qu'aux yeux du monde, la France, ou même ça s'applique aussi pour l'Espagne, mais de faire semblant que c'est un pays engagé pour l'environnement, mais de plutôt mettre en place des vraies mesures, des mesures concrètes, des actions, et d'écouter les scientifiques et d'écouter la population qui demande ça, quoi. Surtout que c'est très intéressant puisque notre président parlait de planification écologique et en parallèle, il s'est passé cette petite anecdote qui va pas faire du bien du tout à nos aires maritimes. Merci beaucoup, Eider. Merci beaucoup à C'était toi. beaucoup trop cool. J'espère que tu as passé un super moment. Ouais, franchement, c'était vraiment chouette. Bon, à très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà pour ce très bel entretien avec Eider, c'était top. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.